Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la prévention des chutes qui s'intitule Comment s'y prendre pour prévenir les chutes. Mon nom est Caroline Shea et je suis ergothérapeute au Centre de réadaptation cardiaque du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Donc, tout d'abord, pourquoi parler des chutes dans cette capsule? Premièrement, parce que les chutes constituent un risque de blessure et d'hospitalisation, ce qui peut avoir un impact sur notre autonomie. Également, ce qui peut avoir un impact sur notre réadaptation cardiaque. Ensuite, parce que la population cardiaque est plus à risque de chute. Donc, les études trouvent une association entre le fait d'avoir un problème cardiaque et le fait de chuter. Également parce que les chutes, ça se prévient. Donc, dans cette capsule-ci, on va voir les différentes causes de chute et également certains moyens pour prévenir les chutes. Tout d'abord, quelles sont les causes de chute? Le message le plus important ici à retenir, c'est qu'une chute a souvent plus d'une cause. Donc, il y a un ensemble de causes chez nous, dans la situation, dans l'environnement, qui va faire en sorte qu'on chute. Donc, dans l'histoire de Madeleine, que je vous affiche à l'écran, il y a plusieurs causes potentielles de chute. Donc, je vous invite à les repérer. Et je vous lis l'histoire, ça va comme suit. Madeleine, 76 ans, vit avec une condition cardiaque. Elle a souvent des étourdissements depuis son infarctus. En raison de la pandémie, elle repousse son opération pour ses cataractes depuis un bon moment. Hier, Madeleine a fait une chute dans des escaliers mal éclairés. Donc, je vous laisse quelques secondes pour tenter de repérer les causes potentielles de chute chez Madeleine. Alors, je vais vous faire apparaître les causes de chute dans cette histoire. Donc, c'est celles qui sont en rouge et en gras. Donc, tout d'abord, le fait que Madeleine ait 76 ans, donc un âge plus avancé, est associé à un risque plus élevé de chute. Également, le fait qu'elle vive avec une condition cardiaque et qu'elle ait des étourdissements. Et puis, le fait qu'elle ait des cataractes également fait en sorte qu'elle voit probablement moins bien ce qui se trouve devant elle. Et finalement, le fait que les escaliers aient été mal éclairés peut avoir fait en sorte que Madeleine a chuté dans les escaliers. Donc, dans cette histoire-là, on peut voir que les causes de chute peuvent être des facteurs liés à la personne elle-même. Donc, par exemple, notre âge, nos conditions de santé. Nos comportements, par exemple, repousser une opération de cataracte qui pourrait nous permettre de voir mieux au final. Également, des causes qui peuvent être liées à notre environnement physique, par exemple, le fait de marcher dans des escaliers mal éclairés. Donc, quels sont exactement les facteurs de risque liés à la personne? Je vous liste quelques exemples de facteurs de risque liés à la personne. Donc, tout d'abord, on en a parlé, le fait d'avoir une condition cardiaque. Également la médication, surtout le fait de prendre plusieurs types de médicaments au quotidien. Donc, on parle de polymédication dans ce cas-ci. Dans les études scientifiques, on a trouvé que le fait de prendre 5 médicaments différents ou plus par jour est associé à un plus grand risque de chute. Également, il y a certains médicaments qui causent des étourdissements, de la somnolence ou qui peuvent encore causer de l'hypotension orthostatique. Ça, c'est un mot compliqué pour dire une baisse de pression artérielle quand on passe de la position couchée à assise ou assise à debout. Donc, ces médicaments-là qui peuvent causer ce type de symptômes-là incluent, entre autres, les bêta-bloquants, comme le métoprolol ou le bisoprolol. Ensuite, dans les facteurs de risque de chute liés à la personne, on trouve la diminution des capacités motrices, donc par exemple de la force ou de notre équilibre. Ensuite, la diminution de la vision. La diminution de l'audition, donc le fait qu'on entende moins bien peut faire en sorte qu'on est moins vigilant par rapport à son environnement, donc être plus à risque de chute. Le diabète est associé aussi à un plus haut risque de chute. Également, une perte de sensibilité sous les pieds. Donc ça, c'est quelque chose qui va se produire surtout, par exemple, quand on a le diabète ou la maladie vasculaire périphérique.
Également la malnutrition, donc par exemple, le fait de ne pas manger assez ou de ne pas manger assez de certains aliments va faire en sorte que notre corps est moins préparé à prévenir les chutes. Ensuite, les difficultés cognitives, donc au niveau du cerveau, comme par exemple quand on a une démence ou des déficits cognitifs plus légers, ça également, c'est associé à un plus haut risque de chute. Et puis maintenant, on passe aux facteurs de risque de chute liés à notre comportement. Donc, ils sont essentiellement divisés en deux catégories. La première étant les comportements qui constituent une prise de risque. Par exemple, des comportements comme se dépêcher pour aller à la toilette la nuit ou encore monter sur une chaise pour changer une ampoule. Également, les comportements qui sont plus de l'ordre de l'évitement des activités. Par exemple, si on a peur de faire une chute et on se met à éviter nos activités quotidiennes qui pourraient quand même être sécuritaires dans certaines circonstances, si on prend certaines précautions, le fait d'éviter ces activités-là peut faire en sorte qu'on est moins actif physiquement et donc qu'on est plus déconditionné physiquement et qu'on est finalement plus à risque de chute. Donc, ça inclut, par exemple, le fait d'éviter de marcher dehors en l'absence de glace ou d'autres surfaces glissantes par peur de tomber. Ensuite, les facteurs de risque qui sont liés à notre environnement. Donc, on va parler plus spécifiquement de l'environnement physique. Donc, qu'est-ce qui se trouve autour de nous? Quelques exemples de facteurs de risque. Premièrement, le fait d'avoir un domicile qui est encombré, un éclairage inadéquat, comme on a vu dans l'histoire de Madeleine, la présence de feuilles mortes, de glace ou encore de neige à l'extérieur, et l'absence de surface antidérapante dans le bain et à la sortie du bain, etc. Donc, il peut y en avoir beaucoup plus. Ce ne sont que des exemples. Ensuite, là, on a fini les grandes catégories de facteurs de risque de chute, mais il y a également des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte qu'on est blessé si on fait une chute. Et puis, ça inclut, entre autres, le fait d'avoir une faible densité osseuse, donc que nos os sont trop légers, sont trop poreux. Également, le fait d'avoir une faible masse musculaire, ce qui fait en sorte qu'on a moins de coussinage si on fait une chute. Maintenant, après avoir vu les facteurs de risque de chute, les facteurs de risque de blessure lors d'une chute, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces chutes-là? Donc, l'idée générale, c'est d'identifier et d'agir sur ses propres facteurs de risque de chute. Donc, c'est maintenant qu'on peut réfléchir à chez nous, qu'est-ce qui peut constituer un facteur de risque de chute et comment est-ce qu'on peut modifier là, cette situation-là. Premièrement, par rapport à la médication, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est premièrement connaître ces médicaments et leurs effets secondaires pour être capable de mieux prévenir, par exemple, les moments où est-ce qu'on est plus susceptible de faire une chute, de mieux gérer sa médication également. De faire un suivi régulier de sa médication avec son médecin. De poser des questions à son pharmacien, par exemple, sur les effets secondaires, sur les types de médicaments. Et voilà, donc on passe maintenant à l'hypotension orthostatique. On en a parlé brièvement plus tôt. Donc ça, c'est le fait de faire une baisse de pression artérielle quand on passe de la position couchée à assise ou assise à debout. Donc si vous avez tendance à avoir une baisse de pression dans ces moments-là ou sentir des étourdissements, ces conseils-là sont faits pour vous. Donc, premièrement, on peut éviter les longs bains chauds ou les longues douches chaudes qui feraient en sorte de faire baisser encore plus notre pression artérielle. Également, on peut prendre son temps pendant et après les changements de position. Donc, quand on va de coucher à assis, de assis à debout ou encore quand on se penche et on se relève. Finalement, limiter sa consommation d'alcool parce que dans les heures qui suivent la consommation d'alcool, notre pression artérielle a tendance à baisser. Encore plus, même si à long terme, la prise d'alcool en grande quantité va mener plutôt à une hausse de la pression artérielle. C'est plutôt le contraire qui se passe dans les heures suivant la consommation d'alcool. Ensuite, par rapport à la diminution de la vision, qu'est-ce qu'on peut faire?
Premièrement, un suivi régulier avec son optométriste ou son ophtalmologue. D'ailleurs, l'examen de la vue est gratuit pour les personnes de 65 ans et plus au Québec. Le fait de porter les bonnes lunettes au bon moment, si on a par exemple une lunette pour voir de proche et d'autres pour voir de loin, de les utiliser au moment approprié. Par exemple, si je sais que je vais me lever de l'ordinateur puis aller me promener dans la maison, dans l'escalier, à l'extérieur, je vais changer de lunettes là, si je dois utiliser des lunettes différentes pour voir correctement de loin. Ensuite, nettoyer ses lunettes régulièrement. Un geste tout simple pour réduire son risque de chute. Et voilà pour la vision. Ensuite, par rapport à la diminution des capacités motrices, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essentiellement de l'activité physique et des exercices. Donc, au Centre de réadaptation cardiaque, vous êtes à la bonne place pour augmenter vos capacités motrices, évidemment. Donc, notre équipe est là pour vous aider à choisir les meilleurs exercices pour vous en discutant avec le kinésiologue ou le physiothérapeute. Ce qui peut être fait également à l'extérieur du programme de réadaptation cardiaque, si vous voyez d'autres professionnels. Ensuite, par rapport à la nutrition, donc notre nutritionniste au Centre de réadaptation cardiaque est là pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous êtes curieux à savoir si votre nutrition actuelle correspond à vos besoins, vous pouvez aller la voir. Ensuite, par rapport à notre environnement domiciliaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les chutes? Tout d'abord, s'assurer que les surfaces sur lesquelles on marche sont bien fixées et non glissantes. Ça inclut le plancher, les tapis. Il faut faire attention d'ailleurs aux tapis qui sont non fixés au sol et aux planchers qui sont inégaux ou glissants. Ensuite, éviter l'encombrement, donc éviter par exemple d'avoir des petits meubles décoratifs à basse hauteur un peu partout dans la maison, des caisses de choses pas rangées, des choses comme ça. Avoir des meubles stables et d'une hauteur appropriée. Donc, si on a besoin de s'appuyer sur un meuble pour, par exemple, un fauteuil pour s'asseoir, se relever, il faut que ça soit stable. Également, le fait d'avoir des chaises, des fauteuils, un lit qui est à une hauteur appropriée pour nous va nous aider à s'asseoir et à nous relever plus facilement. Ensuite, avoir un éclairage suffisant tout en évitant l'éblouissement. Et voilà, juste un petit mot sur l'éblouissement. Les personnes qui ont des cataractes ou encore le glaucome vont être éblouies plus facilement. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qui peut être utile? C'est d'avoir des lunettes de soleil de bonne qualité pour aller à l'extérieur quand il fait très soleil ou d'avoir des bons abat-jours à l'intérieur pour avoir un éclairage suffisant, mais que ça ne soit pas trop éblouissant pour nous. Ensuite, par rapport au comportement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut adopter comme comportement pour prévenir les chutes? Quelques exemples. Éviter de se dépêcher pour aller à la toilette. Une fuite urinaire vaut mieux qu'une chute. Donc, les fuites urinaires en soi peuvent être un risque de chute. Elles peuvent également nous mener à vouloir se dépêcher pour aller à la toilette. Si c'est notre cas, ce qui est le cas de beaucoup de gens, femmes et hommes, donc plus les femmes que les hommes, mais il y a des hommes quand même qui ont des fuites urinaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est premièrement avoir des protections urinaires, donc des culottes ou des serviettes. Par contre, ça va être une solution qui est plus à court terme. On peut également essayer de trouver un professionnel de la santé, comme un physiothérapeute spécialiste des muscles du bassin, ou encore retrouver un programme de réadaptation des muscles du bassin pour prévenir les fuites urinaires. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez en discuter avec un professionnel de la santé. Ensuite, utiliser une aide à la marche si on en a besoin. Donc, ça inclut les cannes, les marchettes, les ambulateurs. Utiliser des crampons l'hiver sur la glace. Mettre des souliers bien ajustés avec une semelle antidérapante.
Et puis, voilà, donc d'autres exemples, oui. Utiliser un escabeau stable pour aller chercher des objets en hauteur ou demander de l'aide. Donc, si on est encore capable de monter sur un escabeau pour aller chercher les objets, c'est bien, il faut juste s'assurer que ça soit un bon escabeau. Si on ne se sent pas super stable, il vaut mieux demander de l'aide. Ensuite, évidemment, participer au programme de réadaptation cardiaque. Donc ça, évidemment, c'est un comportement sécuritaire pour prévenir les chutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir en cas de chute? Parce qu'on essaie de prévenir les chutes le plus possible. Par contre, s'il y a une chute qui survient, il faut savoir quoi faire. D'abord, le fait d'avoir un téléphone facilement accessible chez soi ou sur soi, si on a un téléphone cellulaire, par exemple, le fait de le garder sur soi peut faire en sorte que si on est pris au sol, on peut facilement appeler les services d'urgence ou quelqu'un qu'on connaît pour nous sortir de cette situation-là. On peut également avoir un bouton d'alerte ou un système de détection des chutes. Il y a plusieurs options technologiques là, dans ce domaine-là. Des choses très simples comme avoir un bracelet ou un pendentif avec un bouton qui permet d'appeler les services d'urgence ou une personne qu'on connaît directement, ou d'avoir un système plus technologique, si on veut, là, pour détecter quand on fait une chute. Et puis, ce système-là va appeler directement les services d'urgence. Ensuite, apprendre comment et quand se relever d'une chute. Les personnes qui peuvent nous renseigner à cet effet-là sont, par exemple, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les thérapeutes en réadaptation physique. Donc, si vous connaissez un professionnel de la santé qui peut vous aider et qui est prêt lui-même à vous aider à apprendre comment et quand se relever d'une chute, vous pouvez lui demander. Maintenant, c'est déjà la fin, donc pour terminer, on vous encourage fortement à utiliser les conseils fournis dans cette capsule pour demeurer en sécurité sans éviter de bouger ou de faire vos activités. Donc, on veut rester actif tout en prévenant les chutes. Maintenant, si vous avez des préoccupations en lien avec les chutes, si vous évitez certaines activités par crainte de tomber, si vous manquez de confiance en votre équilibre ou encore si vous avez des questions par rapport à la prévention des chutes, l'équipe de réadaptation cardiaque est là pour vous. Et puis, je vous laisse sur cette dernière diapositive. Si vous souhaitez en savoir plus, le site web de Santé Montréal a des conseils sur la prévention des chutes. Donc, vous pouvez aller rechercher ce site web-là à l'adresse qui est à l'écran. Donc, je vous souhaite une excellente journée et une bonne prévention des chutes. Au revoir.